Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Christian Combaz. C'est la première fois que je vais parler de lui. J'aime beaucoup le personnage et j'aime aussi également son message. C'est un message qui tranche avec d'autres discours politiques ou d'autres messages que vous pouvez entendre avec d'autres personnalités. Et il était reçu par nos amis de TVL dans un long entretien que je peux que vous conseiller. Mais je vous ai contacté pour moi le meilleur extrait, bien sûr, de l'entretien. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster la vidéo, bien sûr, ou les vidéos, faites-vous plaisir. Et puis, vous me retrouvez demain soir à 18h30 pour un live sans aucune censure sur Patreon. Le lien, bien sûr, en description sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. L'Amérique de la CIA en guerre contre le christianisme. Alors, en guerre contre le christianisme, tel qu'il est un obstacle au développement de cette société sans, je dirais pas sans morale parce que c'est trop connoté, sans règles, sans barrières. Les nations se sont constituées selon des barrières. Je prends un exemple. La ville de Venise, la ville de Sienne en Italie. Ce sont des contraintes permanentes de quartier à quartier. On ne pouvait pas vivre dans ces villes-là si on n'était pas hyper codé. Et c'est ça qu'on appelle la civilisation. Vous comparez la ville de Sienne au fil des siècles, malgré les guerres autour, et ce qu'elle a produit comme beauté, etc., avec ce qu'a produit l'Australie, où c'est Go West, où on plante son piquet, on tue son voisin, on plante son piquet, on exploite une ferme, ensuite on est tué par le fils du voisin. C'est ça l'Australie, c'est ça l'Amérique. Et donc c'est le contraire de la civilisation européenne qui, pendant des siècles, s'est accommodé des assignations. Ce mot revient souvent dans le livre. La société civilisée européenne avait pour mission de faire accepter à chacun et à chaque société ses assignations, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles on est plongé et dont on ne peut pas sortir. On ne peut pas sortir d'une condition, par exemple, de paralytique. On ne peut pas sortir d'une condition d'homme du Sud alors qu'on voudrait être un Suédois. Eh bien, le christianisme avait pour mission de nous consoler de ces assignations en disant « C'est le grand jeu de la nature, vous êtes tous inégaux par nature à la naissance. Le christianisme vous propose une lecture des choses qui vous rend tous de la même dignité, quelles que soient vos capacités, quel que soit votre aspect. » Et c'est pour ça que c'était extrêmement fécond. Ça a fabriqué les cathédrales, ça a fabriqué la ferveur, la foi et le courage des gens de peu, dans tout le Moyen-Âge, dans tout le XVIIe. Ces gens qui ont fabriqué la grandeur de la France, ils étaient souvent charpentiers, ils n'avaient pas de quoi vivre, enfin, parfois, souvent. Donc c'était pas les élites qui ont fabriqué la grandeur de la France, c'était ces petites gens qui étaient rassemblés autour d'un projet qu'on peut appeler civilisationnel. Alors on va nous dire, oui, mais ils étaient écrasés par l'oppression du curé, etc. C'est faux, c'est faux. Face à cette satanisation rampante, puisque vous parlez comme ça dans votre ouvrage, Christian Combaz, est-ce que l'Église est un contrepoids? Pas assez, puisque vous voyez bien dans le livre, je fais un tableau que je vous répète pas, ça serait trop long, de la dégringolade de la papauté après Jean XXIII. Paul VI était un homme, pas de la CIA, mais il l'est devenu. Jean-Paul Ier a été évacué parce qu'il n'était pas assez un homme de la CIA. Jean-Paul II l'est devenu. Non, pardon, c'est l'inverse. Jean-Paul Ier a été évacué parce qu'il était résolu à faire de l'ordre. Et on n'avait pas besoin d'un pape qui fasse de l'ordre. Ensuite, Jean-Paul II, ensuite, etc. On en arrive à François, qui, à mon avis, a pris la place de l'autre parce qu'il était plus conforme au désir de la CIA. Et le dernier, l'actuel? Ah, le dernier, il est américain, donc la question se pose pratiquement même plus. Ouais. Alors, vous parlez aussi de certaines sociétés secrètes dans votre ouvrage, notamment la Skull and Bones, qui est Alors attention, une association... on parle pas de société secrète au sens franc-maçonnerie, on parle de société secrète, un peu d'ailleurs, on parle de société secrète au sens bizutage mutuel qui fait qu'on tombe dans la même écuelle de pauvreté morale à l'âge de 22 ans, on se pisse dessus dans des séances épouvantables. La Skull and Bones, pour rappel, c'est une association, je ne sais pas si c'est une association, en tout cas c'est une organisation qui est implantée à Yale,
Yale, à l'université de Yale. C'est un peu comme si tout le monde était étudiant en médecine, en fait. Et quand George Bush, un journaliste, lui demande est-ce qu'on peut parler, il dit non, c'est trop secret, je peux pas en parler. Oui, c'est ça. Sauf que maintenant, par exemple, George Bush et John Kerry étaient censés être opposés. En fait, ils se sont... Mais je plaisante pas quand je dis qu'ils se sont pissés dessus mutuellement dans une fosse commune à Yale. C'était ça. C'est-à-dire l'humiliation mutuelle crée des liens mutuels. Ils sont tombés tellement bas, les uns les autres, et les uns à cause des autres, qu'ils se tiennent tous, même s'ils sont opposants politiques. Et on a beaucoup de ça dans les grandes entreprises américaines, genre BlackRock, etc. Vous avez vu ce film avec Tom Cruise qui s'appelle La Firme. On voit bien que les grandes firmes américaines fonctionnent sur le même principe du bizutage préalable, l'action dégueulasse préalable qui permet ensuite de parier sur vous parce que vous êtes un bon élément. La modernité que j'appelle diabolique, c'est ça. Qu'est-ce qui a basculé le 11 septembre? Vous revenez sur les événements qui sont arrivés aux États-Unis. C'est quoi la bascule? La bascule, c'est que les États-Unis ont fait adopter par le reste de la planète leurs ennemis. C'est simple. Ils ont rendu cet événement tellement exceptionnel, tellement représentatif de ce qui était haïssable dans le tiers-monde, par exemple, que l'Occident a été sommé d'adopter les mêmes ennemis que l'Amérique. Le monde arabe, le monde musulman. Absolument. Je n'ai pas dit qu'il était inoffensif. J'ai dit qu'il n'était pas le mal absolu. Alors vous dénoncez aussi le désir de vengeance de l'Empire américain contre les nations européennes. Qu'est-ce qui alimente cette haine? Comment s'opère-t-elle? Ce sont des nations, eux, les Australiens, les Néo-Zélandais, des nations de proscrits, des nations qui sont issues des nôtres. Ils ont été chassés, le monde que je vous décrivais, Sienne et Venise, le monde organisé, le monde qui avait des règles, le monde où on ne pouvait pas faire n'importe quoi. L'objet même de la civilisation les a chassés, ou ils se sont chassés eux-mêmes. Eux faisaient n'importe quoi, sont devenus des forçats, des proscrits, bannis au bagne en Australie, ou alors des pionniers en Amérique. Mais pionniers, ça voulait dire qu'ils n'avaient pas trouvé leur place en Angleterre. Et cet esprit de pionnier, c'est-à-dire on va manger du terrain, on va tuer les Indiens aussi. Cet esprit, les aborigènes. Oui, cet esprit s'est développé, hélas, dans l'entreprise, dans l'économie américaine, jusqu'à faire la même chose sur le plan planétaire. Les entreprises américaines ont mangé le monde pendant les années fastes, selon le même principe. Un capitalisme anti-humaniste. Absolument, un capitalisme qui dit j'en ai rien à foutre dans la mesure où ça marche pour moi. Et là, vous entendez très souvent les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes de basse extraction, qui pensent pouvoir réussir à la Bernard Tapie, c'est-à-dire faire fortune, avoir une grosse voiture. Ils disent je m'en fous, toutes les critiques morales qu'on peut adresser à quelqu'un, il a pris des ronds. Je m'en fous de la valeur morale de quelqu'un parce qu'il a pris des ronds. En gros, sa richesse le sanctifie à mes yeux. Et quand vous regardez Rockefeller, quand vous regardez les Rothschild, c'est pareil. Leur richesse sanctifie leur début. Mais quand on s'intéresse à leur début, il n'y a rien de sain. Oui, le mensonge est partout. Ouais. La Russie, la Chine, le monde musulman sont ces trois espaces sur la planète qui s'opposent à l'Empire américain. Quelles sont leurs valeurs ? Comment s'organise-t-il? En Russie, en Chine et dans le monde musulman, vous avez par exemple des vieux assis au pas de leur porte qui regardent la vie des autres et qui réfléchissent. Ça n'existe pas. En Occident, ça n'existe plus, ça. Le vieux qui réfléchit en regardant passer les vélos, on trouve ça au Vietnam, mais on ne trouve pas ça en Amérique. Ça n'existe pas. Donc, cette idée de la vie humaine, qui est une forme de contemplation après un certain âge, même d'ailleurs ça pourrait se faire à 30 ou 40 ans, cette contemplation minimale dans la vie humaine est une chose qui n'est plus occidentale, c'est fini. Il faudrait que ça le redevienne, et je pense que la Russie a une vertu, celle de nous convaincre de l'existence de ce monde intérieur, qui n'est pas inférieur. La Chine a une très vieille tradition confucianiste qui dit exactement ce que je viens de dire. Rentre en toi, juge par toi-même de ce qui est bon et juste, qui est très conforme, au fond, au message chrétien. L'individualisme chrétien. Oui. L'individualisme chrétien. Et donc, je pense que la Chine va d'abord retrouver ses racines confucéennes, puis probablement va être un peu noyautée par le catholicisme qui a toujours eu envie de conquérir la planète. Mais je pense que le bloc de l'humanisme confucéen va décider, ils sont quand même 1 milliard, va décider
du basculement. Je voulais absolument vous montrer et vous faire écouter cet extrait parce que cela vient aussi collaborer ce que je dis depuis un certain temps, c'est-à-dire que nous ne vivons pas dans une société chrétienne, mais dans une société protestante que les États-Unis, que le monde anglo-saxon nous ont colonisés et nous ont grand remplacés. Oui, on parle d'un probable futur grand remplacement par une communauté venant du Sud. Eh bien, le problème, c'est que nous sommes déjà grand remplacés dans notre mentalité et dans notre manière de voir la vie. Il parle justement du rapport à la vie. Il parle aussi de l'autre voie que proposait la chrétienté. Et il fallait pour le monde anglo-saxon et pour l'empire américain, pour son hégémonie, il fallait tuer cette troisième voie qu'offrait justement la chrétienté. Et pourquoi la France ? Parce que la France, fille aînée de l'Église, était le phare qui devait illuminer le monde avec un message différent. La vie protestante, la manière de voir la vie protestante, le grand capital, le libéralisme. Pour celui-ci, la vie n'a aucune importance, ce qui est bien le contraire de l'individualisme chrétien. Et donc, pour pouvoir mettre en place leur modèle économique, un modèle qui détruit la vie, qui se moque de la vie. La vie a un prix. Regardez dans vos entreprises, et j'en suis sûr que vous l'avez vécu, le fameux management à l'américaine qu'on a encore une fois importé ou alors qu'on nous a offert sur un plateau, tout en nous disant que c'était du progrès et que ça allait moderniser bien sûr nos entreprises. C'est un massacre. Il suffit de voir le nombre de démissions, de burn-out, de suicides. Belle réussite. Effectivement, d'autres pays, les pays arabes ou la Chine, ont d'autres modèles à eux. Ils sont des modèles qui leur correspondent. Et nous, occidentaux, combien de fois on a essayé de leur imposer notre vision des choses et notre modèle. Enfin, le modèle plutôt américain. Et vous savez quoi ? Enfin, vous le savez, à chaque fois, ça s'est mal passé. Et c'est normal, je le dis souvent. Un pays, ça a son propre modèle, sa propre identité. Souvent, quand on parle d'identité en France, on ne parle que de couleur blanche. Quand vous écoutez les identitaires français, ils vous disent vivre dans un monde de blancs. Ça ne veut rien dire. Les Albanais en Europe sont blancs, ils sont musulmans. Ils n'ont pas du tout la même identité que nous. J'irai même plus loin. Les Espagnols, catholiques, j'y ai vécu. L'église catholique espagnole n'est pas du tout la même que la française. Ce n'est pas du tout la même de voir la vie, de célébrer la foi. Donc seulement placer l'identité d'un point de vue ethnique et de couleur de peau n'est pas suffisant. Et c'est même une vision simpliste de voir l'identité. Mais de toute façon, eux se prétendent identitaires. En fait, ils ne sont en rien. Je rappellerai pour les identitaires qu'une identité, c'est propre à une nation. Et pas un agglomérat qu'on appelle l'Union européenne ou un empire européen. Ce n'est pas ça, l'identité. L'identité, c'est ce qui rattache une population. Sa langue, sa coutume, sa religion. C'est bien plus complet que ça, une identité. Mais ces identitaires ne sont en rien patriotes. Eux, d'ailleurs, ils le disent. Pour certains, du mimo, d'autres, clairement, ils sont pour une Europe fédérale. Alors que nous, patriotes et nationalistes, nous luttons pour la survie de la France. Mais c'est pareil pour les souverainistes. Ils vous parlent de souveraineté sans jamais parler d'identité. Très bien. Mais imaginons, tiens, je vais faire plaisir à tout le monde. Mokhtar s'en va. Plus de Mokhtar. Et cerise sur le gâteau, nous sommes souverains. Oui, mais le problème, est-ce qu'on est pour autant français ? Est-ce que la France, pour autant, va continuer dans 300 ans ? Non. Parce qu'on a été remplacé par une culture américaine, par une vision de la vie protestante qui n'est pas la nôtre. Donc, on sera souverain, très bien. Mokhtar est parti, très bien. Mais pendant ce temps-là, notre culture et notre manière de voir l'autre, notre modèle économique est américain, il est protestant. Donc la bataille est quand même perdue. Si on veut réellement remporter la véritable bataille pour sauver ce pays, il faut la souveraineté, mais il faut, en adéquation à celle-ci, sauver l'identité française. Et j'ai bien dit française, non pas européenne, non pas blanche, ou rajouter, si vous voulez, tous les adjectifs que vous voulez. Sinon, on n'y arrivera pas, en fait, pour sauver ce pays. Il va falloir désaméricaniser ce pays petit à petit et réapprendre aux Français à être français. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, le commentaire, de booster la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.